Au sommaire de ce journal, le comité d'organisation du 3e congrès conjoint CEDEAO-ABOA a dévoilé la date de ce rendez-vous. Du 27 au 30 novembre 2024, tous les experts comptables de Côte d'Ivoire et de la CEDEAO vont se retrouver à Yamoussoukro. Les experts de l'économie circulaire, eux, sont déjà à Abidjan. Durant 4 jours, ils vont débattre sur le thème « Ville durable et technologique, quelle contribution à l'économie circulaire ?» La Fondation Femmes d'Afrique Lève-toi a récemment célébré la femme africaine à Yopougon. L'objectif est de soutenir les femmes dans leurs efforts pour l'amélioration de leur situation économique et celle de leur famille. Et un atelier régional de 7 jours sur la formation des formateurs en prise en charge clinique du viol et de la violence se tient à Abidjan. On en sait davantage dans ce journal. Je vous souhaite la bienvenue sur Business 24 Africa, c'est l'heure du journal. Nous ouvrons cette édition avec une conférence de presse animée par le comité d'organisation du 3e congrès conjoint CEDEAO-ABOA à Abidjan pour annoncer la date du congrès. Du 27 au 30 novembre 2024, tous les experts comptables de Côte d'Ivoire et de la CEDEAO vont se retrouver à Yamoussoukro pour ce premier rendez-vous dans un pays francophone. Le thème central soumis aux échanges est durabilité, intégration et la prospérité en Afrique de l'Ouest. Pierre Tebeuf et Marius Seri nous font le compte-rendu. Après le 2e congrès de l'ABOA à Monrovia, au Libéria en 2022, c'est au tour de la Côte d'Ivoire d'accueillir le congrès conjoint CEDEAO-ABOA. Il s'agit de la rencontre biannuelle de l'Association des ordres des experts comptables de la région ouest africaine. La présidente de l'Ordre des experts comptables de Côte d'Ivoire, le président du comité d'organisation et le président du comité scientifique étaient face à la presse pour non seulement annoncer l'événement, mais aussi dérouler le contenu de ce rendez-vous biannuel. Un congrès qui revêt une importance particulière pour l'Ordre des experts comptables de Côte d'Ivoire. Ce congrès revêt une importance particulière parce qu'il est une belle opportunité de valoriser notre profession dans le processus d'intégration et de création de richesses en cours au sein de la CEDEAO. Quant à la durabilité, elle s'impose à nous et offre des perspectives nouvelles à la profession. Et nous ne raterons pas l'occasion de les explorer. Ce congrès offre également des opportunités de réseautage entre les acteurs de notre profession dans la sous-région. Le président du comité d'organisation et le président du comité scientifique ont tour à tour présenté le thème et le contenu de ce 3e congrès en Côte d'Ivoire. Et cette 3e édition se tiendra cette année dans notre pays, la Côte d'Ivoire, pays de l'hospitalité, plus précisément à Yamoussoukro, du 27 au 30 novembre 2024. Le thème choisi pour cette édition par le Conseil de l'ABOA est durabilité, intégration et prospérité de l'Afrique de l'Ouest. Il convient d'indiquer qu'au cours de ces assises, nous explorerons comment ensemble nous pouvons surmonter les obstacles empêchant le développement des États de la CEDEAO et exploiter pleinement notre potentiel humain. Ce congrès sera l'occasion donc d'aborder 5 sous-thèmes. Le 3e congrès conjoint CEDEAO-ABOA se tiendra du 27 au 30 novembre 2024 à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la paix de Yamoussoukro. L'ABOA regroupe 9 pays francophones, 5 pays anglophones et 1 pays lusophone. Un regard à présent sur la coopération économique. Le projet d'amélioration de la gouvernance pour la délivrance des services de base aux citoyens a reçu ce mercredi 16 octobre à son siège à Abidjan une délégation togolaise conduite par son ministère en charge de la fonction publique. Cette réunion vise à permettre à cette délégation togolaise de s'imprégner de l'expérience de la Côte d'Ivoire dans la mise en œuvre du PAGEDES par le gouvernement ivoirien. Le point avec Sandrine Kwame et Ezekiel Seri. Le ministre togolais de la fonction publique à l'école ivoirienne. Accompagné d'une forte délégation, Gilbert Bawara est en visite de travail en Côte d'Ivoire depuis le 14 octobre 2024.
Et ce mercredi 16 octobre, il a eu une séance de travail avec les responsables du projet d'amélioration de la gouvernance pour la délivrance des services de base aux citoyens. Objet de cette rencontre, s'inspirer du modèle ivoirien en matière d'offres de services de qualité. La Côte d'Ivoire ayant été précurseur dans la mise en œuvre d'un projet similaire et compte tenu des points d'intersection qu'il y a entre le projet ivoirien et le projet togolais, nous avons été encouragés par les partenaires de la Banque mondiale et le président togolais, son Excellence Faure Gnassingbé Gnassingbé, a souhaité que je vienne accompagné d'une délégation pour échanger avec nos frères de la Côte d'Ivoire, pour voir le cadre institutionnel et de gouvernance qui a été mis en place pour la bonne mise en œuvre et la bonne exécution de leurs programmes et de leurs projets, et également voir les difficultés, les défis qui se sont posés afin que nous puissions anticiper pour assurer la bonne mise en œuvre de notre projet de modernisation et de renforcement des capacités. Le projet d'amélioration de la gouvernance pour la délivrance des services de base aux citoyens est un projet financé par la Banque mondiale. Il vise à soutenir l'État de Côte d'Ivoire dans ses réformes pour une gestion publique respectant les normes de la bonne gouvernance. Le projet est orienté vers la délivrance des services de base tels que l'éducation, la santé, le service administratif et l'inclusion financière. La deuxième édition du Forum international de l'économie circulaire s'est ouverte le 15 octobre à Abidjan. Durant 4 jours, les experts venus d'Afrique, d'Asie et d'Europe vont débattre sur le thème « Ville durable et technologique, quelle contribution de l'économie circulaire ?» Une initiative du district autonome d'Abidjan en collaboration avec l'Institut national Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. Le témoignage de Konina Norgo et de Setekissi. Caractérisée par une réutilisation des objets en fin de vie, l'économie circulaire fait l'objet d'une attention particulière en Côte d'Ivoire. À travers elle, le pays entend gagner le pari de la durabilité, conformément au 12e objectif de développement durable. Pour mieux mener les réflexions, un forum a été consacré à la question, initié par le district autonome d'Abidjan, le Forum international de l'économie circulaire EcoCir, dont la deuxième édition se tient à Abidjan du 15 au 18 octobre 2024, a justement trouvé le thème idéal « Ville durable et technologique, quelle contribution de l'économie circulaire ?» L'économie circulaire est une question qui préoccupe au plus haut sommet de l'État de Côte d'Ivoire. Son Excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République, a réaffirmé son engagement lors de son discours de fin d'année de décembre 2023 et il a à nouveau réitéré lors de son adresse au Parlement réuni en congrès, ici même dans cette salle, le 18 juin 2024. Cette attention particulière démontre que l'économie circulaire est perçue comme un levier essentiel pour le développement durable de notre pays et nous sommes convaincus qu'il connaîtra une planification encore plus renforcée, d'autant plus que le Premier ministre lui-même est initiateur des EcoCir. Présent à ce forum international de l'économie circulaire EcoCir, plusieurs continents dont l'Afrique, l'Europe et l'Asie, pour ensemble pousser les réflexions afin de bâtir ces villes durables et technologiques. Côté ivoirien, c'est le ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique qui a ouvert les débats sur l'économie circulaire qui représente selon lui une opportunité. L'autre enjeu de l'économie circulaire, c'est la création d'emplois. En Chine, 10 millions de personnes, selon les estimations, sont employées dans toutes les formes de recyclage. Conscient de ces enjeux, notre pays vient d'adopter sa stratégie nationale intégrée d'économie circulaire qui constitue le document de référence pour la promotion de l'économie circulaire et la mise en place d'un nouveau modèle économique dans notre pays. Ouverte ce mardi 15 octobre à Abidjan, cette deuxième édition du Forum international de l'économie circulaire EcoCir prendra fin le 18 octobre prochain.
L'édition se poursuit avec une page d'autonomisation féminine. La Fondation Femmes d'Afrique Lève-toi a récemment célébré la femme africaine à Abidjan, à Yopougon précisément. L'objectif est de soutenir les femmes dans leurs efforts pour améliorer leur situation économique et celle de leur famille. Divers matériels de production et une aide financière ont été remis à ces femmes afin de les aider à démarrer ou à renforcer leur petite entreprise. Soutenir les femmes dans leurs activités génératrices de revenus afin d'améliorer leur situation économique et celle de leur famille, tel est l'objectif de la Fondation Femmes d'Afrique Lève-toi. À travers une récente célébration de la femme africaine, 30 femmes de la commune de Yopougon dans le district d'Abidjan ont reçu du matériel de production et des enveloppes financières. Il s'agit pour Fatou Gouedan, directrice de la Fondation Femmes d'Afrique Lève-toi, d'aider ces femmes à démarrer ou à renforcer leurs petites entreprises. Selon elle, grâce à ce soutien, elles pourront ouvrir des commerces de vivriers, d'alocaux ou de vente de jus, des activités génératrices de revenus qui leur permettront de contribuer aux besoins de leur famille. Il faut dire que la Fondation Femmes d'Afrique Lève-toi est née d'un constat et surtout d'une directive de l'État aussi, dans le cadre de la politique globale de l'autonomisation de la femme, de soutien à la femme. On a créé cette structure-là pour soutenir la femme, mais de façon très concrète. Nous avons des axes assez précis, la formation de la femme, l'alphabétisation de la femme et l'aide à la femme à s'autonomiser. Nous parlons d'alphabétisation de la femme. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas parler d'autonomisation sans une femme qui ne sait pas écrire et lire. On ne peut pas parler d'autonomisation sans une femme qui est indépendante moralement et psychologiquement. Donc nous prions beaucoup avec ces femmes. Et ensuite, nous avons décidé de ne pas donner d'argent parce que nous avons constaté sur le terrain que ce sont des femmes qui, mine de rien, sont surendettées, mais il était important de les aider à redémarrer leurs activités. Donc il fallait leur donner, on va expérimenter quelque chose, c'est-à-dire leur donner tout le matériel, tout le dispositif pour les pousser et impulser en elles ce besoin de démarrer les activités. Des formations en gestion d'entreprise, en marketing et en finance sont également prévues afin de pérenniser les sources de création de richesses. Au cours de cet événement, Fatou Gouedan a également sensibilisé les femmes au cancer de sein, la tumeur maligne la plus fréquente chez la femme. Elle souhaite amener ces donneuses de vie à comprendre que le cancer du sein, détecté tôt, se soigne facilement. Autre chose à présent, le gouvernement ivoirien intensifie sa lutte contre le chômage avec la présentation des répertoires des métiers verts et numériques, deux secteurs stratégiques identifiés pour booster la création d'emplois décents. Élaboré par le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale en collaboration avec l'OIT, ces répertoires organisés visent à valoriser les compétences des populations vulnérables tout en répondant aux besoins croissants des entreprises dans des domaines à fort potentiel de développement. Des précisions de Diane Kablancan et de Setekissi. Face à la problématique persistante de l'emploi, le gouvernement ivoirien, en collaboration avec l'Organisation internationale du travail OIT, place la création de nouvelles niches pourvoyeuses d'emplois au cœur de ses priorités. En vue de renforcer l'employabilité des populations vulnérables et d'encourager l'accès à des emplois productifs et décents, à travers son premier projet de l'initiative Action climatique pour l'emploi, dénommé Dimension sociale de la transition écologique, le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale a élaboré, avec l'appui du Bureau pays du BIT, deux répertoires de métiers, l'un dans le secteur numérique et l'autre dans celui des emplois verts. Ces secteurs stratégiques, identifiés dans le plan national de développement 2021-2025, visent à stimuler la création massive d'emplois et favoriser l'insertion professionnelle dans des métiers porteurs. Du projet de la dimension sociale pour la transition écologique, et ce projet est financé par le gouvernement français et il est mis en œuvre en Côte d'Ivoire par le Bureau international du travail. Et ce projet vise à rendre possible une transition écologique juste en Côte d'Ivoire par la compréhension, l'aide à la compréhension de l'ampleur de l'impact climatique sur le travail, sur la santé, sur la productivité. Et aussi ce projet vise à aider la Côte d'Ivoire à développer des politiques de promotion des emplois verts, du travail décent
et aussi à développer des politiques de protection sociale afin que personne ne soit laissé de côté dans la mise en œuvre des politiques de transition écologique. C'est dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet, d'ailleurs, que le répertoire des emplois et métiers verts a été développé. Et ce répertoire vise à équiper les parties prenantes afin de pouvoir développer des métiers qu'il faut afin de faire face aux défis majeurs dans le monde du travail. En intégrant les principes de verdisation des emplois et l'utilisation du numérique, ces répertoires permettront de mieux répondre aux besoins des entreprises en identifiant les profils les plus recherchés. Ils fourniront également un cadre aux entrepreneurs pour créer de nouvelles opportunités dans des secteurs à fort potentiel. Plusieurs recommandations ont été formulées à ce sujet. Nous avons travaillé d'arrache-pied avec le comité de pilotage du projet La dimension sociale de la transition écologique pour l'élaboration de ce répertoire. Alors donc, c'est un répertoire qui renferme des métiers et emplois dans le domaine du verre. Et nous recommandons aujourd'hui la vulgarisation d'abord au niveau des institutions publiques et aussi l'appropriation de ce document-là par la population. Parce qu'il y va de notre contribution dans la lutte contre les effets du réchauffement climatique et du changement climatique de façon générale. Ainsi, le gouvernement ambitionne non seulement de réduire le taux de chômage, mais aussi de faire de ces secteurs un levier dans la croissance inclusive et durable du pays. À présent, une autre lutte, celle contre le paludisme. Après une première enquête réalisée en 2018, la Côte d'Ivoire a clos une deuxième enquête sur les déterminants des comportements liés au paludisme en Côte d'Ivoire. Cette enquête, qui livre de nouvelles données sur les comportements de la population face au paludisme, a eu des résultats qui ont été présentés ce 16 octobre à des partenaires techniques et financiers de la lutte contre le paludisme. Le point avec Amiko Robara et Richard Akeke. Les résultats de la deuxième enquête sur les déterminants des comportements liés au paludisme en Côte d'Ivoire, menée en 2023, ont été présentés ce mercredi 16 octobre 2024 à Cocody. Ces résultats révèlent plusieurs points et chiffres clés à retenir. C'est ce qui ressort de l'enquête de restitution du MBS. Ce qu'il faut retenir, c'est que la population a une très bonne connaissance du paludisme. Les mesures de prévention, les mesures de prise en charge et le comportement qu'il faut pour éviter le paludisme. Ces données sont autour de 80 à 92% pour toute la communauté. Si 92% des personnes interrogées connaissent la maladie et que 52% ont recours au diagnostic, seulement 33% des femmes enceintes fréquentent les centres de santé le premier trimestre et 52% des foyers utilisent des moustiquaires. Des chiffres jugés insuffisants, nécessitant un renforcement des actions de sensibilisation sur plusieurs niveaux. Ce qui ressort comme point faible ou point à corriger ou à améliorer, où on doit mener les actions de communication pour pouvoir adresser, c'est surtout le taux de fréquentation des CPN dès le premier trimestre de la grossesse. On a une faible proportion de personnes qui utilisent la moustiquaire au niveau d'Abidjan et en termes de caractéristiques même socio-économiques des populations, les personnes qui ont un niveau de vie élevé utilisent moins la moustiquaire, ceux qui ont un niveau de scolarité plus élevé utilisent moins la moustiquaire. Donc en fait ce sont des éléments sur lesquels il faudra agir si on veut vraiment amener la population à utiliser la moustiquaire. Avec les résultats, les gens n'ont pas encore les actions ou les comportements d'assainissement ancrés en fait dans leurs mœurs. Ces nouvelles données permettront d'ajuster les stratégies de lutte contre le paludisme. L'USAID et les autres institutions présentes ont souligné l'importance de ces résultats pour orienter les futures interventions. Ce mardi 15 octobre à Abidjan s'est tenu un atelier régional de 7 jours sur la formation des formateurs en prise en charge clinique du viol et de la violence exercée par un partenaire intime. L'objectif est de constituer un pool de formateurs francophones sur la prise en charge clinique du viol pour la région africaine afin d'améliorer les interventions cliniques dans les pays respectifs. Plus de 35 participants issus de 7 pays de l'Afrique francophone sont présents à ce rendez-vous de la santé. Pierre Tebeu et Ezekiel Seri reviennent sur les enjeux de cette rencontre pour la Côte d'Ivoire.
La région Afrique de l'OMS est confrontée à de nombreux défis liés à la santé sexuelle et reproductive, à la violence basée sur le genre et au VIH-Sida. Des défis qui ont un impact sur le bien-être des communautés. L'OMS fait bien de former les formateurs pour veiller sur la prise en charge clinique du viol et de la violence exercée par un partenaire intime. Ces formateurs devront conduire des formations progressives sur l'APEC clinique dans les pays ciblés organisées par le Clutter Santé. Nous formons des cliniciens, c'est des personnes qui travaillent déjà auprès des femmes qui peuvent subir des violences, soit des violences sexuelles ou des violences exercées par leur partenaire intime, des violences conjugales ou domestiques comme on dit. Et nous voulons qu'ils gagnent en confiance, qu'ils écoutent les survivantes avec les yeux. C'est bizarre d'écouter avec les yeux, mais écouter vraiment avec tous leurs sens, les yeux, les oreilles et leur cœur. Les personnes formées formeront à leur tour pour réduire le phénomène dans les communautés en Afrique. Un objectif visé et par la Côte d'Ivoire et par l'OMS. Nous espérons également, c'est pour cela que le ministre a accepté, parce qu'un tel atelier a plusieurs objectifs. Certes, il faut former, mais après la formation, c'est de faire en sorte que les populations, si cela arrive, soient prises en charge correctement. Parce qu'il y a le volet, certes, prise en charge, mais le volet prévention. Car nous devons prévenir toutes les violences basées sur le genre. Nous devons prévenir les violences faites par les partenaires intimes. Mais si toutefois, malgré nos actions de prévention, cela arrive, il faut également que le système de santé soit prêt. Nous rêvons d'une Afrique, d'un continent africain capable de faire face aux situations d'urgence et aux situations humanitaires. Dans les 24 heures, des experts capables d'être déployés immédiatement lorsqu'une situation est détectée, lorsque des urgences de santé publique sont détectées. Mais en tenant compte aussi de ce défi particulier, n'est-ce pas, des violences basées sur le genre et du viol commis par un partenaire. Et nos attentes, donc, c'est d'avoir un pool de spécialistes, n'est-ce pas, des agents de santé formés, outillés pour pouvoir offrir ces services essentiels-là dans ces situations qui sont particulières. Cette formation débutée ce 15 octobre prendra fin le mardi 22 octobre 2024 à Abidjan. 36 participants issus de 7 pays d'Afrique francophone sont représentés à cet atelier. On s'intéresse à présent aux ressources animales et halieutiques, un atelier de concertation et de validation de la note de position des acteurs de la société civile au forum de haut niveau sur le pastoralisme se tient en ce moment en Côte d'Ivoire. L'objectif de la concertation régionale est de recueillir des points de vue des acteurs de la société civile pastorale face aux enjeux et défis émergents du sous-secteur en vue de valider la note de position de ces acteurs. Les détails avec Fulgence Canon, commenté par Zénab Dosso. Ils sont 80 participants composés des leaders des organisations fêtières nationales et régionales des organisations de producteurs de 12 pays sahéliens et côtiers à prendre part à cet atelier de concertation des acteurs de la société civile pastorale. Les partenaires d'appui et les institutions d'intégration régionale y prennent également part. Cette rencontre de 3 jours vise à partager le bilan de la mise en œuvre des initiatives contribuant à l'opérationnalisation de la déclaration de Nouakchott 2013. Le forum est une étape dans le processus de préparation du forum Nouakchott plus 10 qui est prévu se tenir en République islamique de Mauritanie d'ici ce 8 novembre 2024. Il y a 10 ans, en 2013, il y a eu ce que nous avions appelé la déclaration de Nouakchott. Et le forum à venir, donc Nouakchott plus 10, sera le cadre pour apprécier les acquis obtenus après une décennie, les leçons apprises, mais également d'adresser les nouveaux défis à l'élevage et au pastoralisme au niveau de la région Sahel et Afrique de l'Ouest. La présente rencontre est dédiée à la concertation et la validation de la note de position des acteurs de la société civile au prochain forum de haut niveau sur le pastoralisme. Elle marque une nouvelle étape importante dans le suivi des engagements pris lors de la déclaration de Nouakchott sur le pastoralisme. Pour le ministre des Ressources animales et halieutiques, cet atelier représente une opportunité pour les acteurs
d'unir leurs efforts, de partager les meilleures pratiques et innover dans leurs approches. La Côte d'Ivoire n'était pas présente à la déclaration de Nouakchott, mais les engagements pris lors de cette déclaration ont forcément eu un impact sur la manière de gérer notre espace pastoral. Donc il était important pour tous ces acteurs-là de se réunir aujourd'hui et de pouvoir faire un bilan. La rencontre des experts se tient à l'occasion du 10e anniversaire de la déclaration Nouakchott. La campagne pour l'élection du Conseil national de l'Ordre des infirmiers et infirmières de Côte d'Ivoire bat son plein. Goï Glédé Alain, candidat tête de liste, a marqué les esprits ce mardi lors de son intervention au micro de notre reporter Diane Kablancan. Dans un discours rempli de conviction, il a appelé ses confrères à opter pour le changement et l'excellence, une voie selon lui essentielle pour garantir un avenir meilleur à la profession d'infirmier. Nous l'écoutons. Je souhaite être candidat pour conduire l'Ordre national des infirmiers et infirmières de Côte d'Ivoire parce que j'estime que c'est un outil que l'État de Côte d'Ivoire a mis à la disposition des professionnels infirmiers pour réguler la pratique infirmière en Côte d'Ivoire. Cette loi qui a institué l'ordre encadre son exercice, la pratique et les missions des animateurs. J'ai estimé que pour diriger l'ordre, il faut avoir certaines compétences. Au-delà de nos compétences professionnelles en matière de soins infirmiers, nous devons être des connaisseurs du droit. Nous devons être des spécialistes du droit. Nous devons être des personnes qui ont la notion du droit pour pouvoir répondre à temps réel aux besoins des professionnels, mais également aux attentes de la population. Notre programme est déjà établi par la loi qui institue elle-même l'ordre. Vous allez à son article 3 et son article 4 et suivant, elle donne les missions. Cette loi précise les missions du Conseil national de l'ordre des infirmiers et infirmières de Côte d'Ivoire. Il s'agira de veiller à ce que la pratique infirmière soit conforme aux données de la science. En complément d'information, plus de 20 000 infirmiers et infirmières sont attendus aux urnes le 26 octobre prochain. Le jeudi 10 octobre dernier, une journée de renforcement du cadre collaboratif entre les institutions d'enseignement supérieur et recherche scientifique ainsi que le secteur industriel s'est tenue à l'INPHB de Yamoussoukro, une assise en vue de mettre en lumière la place de la recherche scientifique et l'innovation dans le développement socio-économique du pays. La fusion entre la recherche scientifique et les innovations est une initiative salutaire. Les recherches scientifiques disposent d'acquis importants dans tous les domaines de ressources humaines dont dispose le pays. Les entreprises industrielles, pour leur part, restent parfois confrontées à de nombreux défis. Cette activité, qui est en collaboration avec le ministère du Commerce, aura pour but de renforcer le cadre collaboratif entre les entreprises industrielles et le monde de la recherche en mettant en œuvre des projets de recherche collaboratifs et des résultats de la recherche scientifique au secteur de l'industrie. Vous savez que la Côte d'Ivoire travaille à renforcer la compétitivité de l'économie nationale et toutes les réformes et les actions que le gouvernement mène, c'est de faire en sorte que dans le cadre de l'ouverture des marchés avec la ZLECAf, on ait des entreprises qui soient compétitives, qui puissent être capables non seulement de vendre sur le marché national, mais également d'être compétitives à l'international. Et donc, nous travaillons à faire en sorte qu'on puisse créer un écosystème, un cadre qui soit propice à l'innovation. Un projet soutenu par l'INPHB. Les uns détiennent la connaissance, ils ont le temps de plancher sur des sujets qui intéressent les autres, c'est-à-dire les industriels. Et donc, il faut créer ce cadre-là pour que les industriels puissent partager leurs préoccupations sur lesquelles les chercheurs vont effectuer des travaux, sortir des résultats et voir comment, ensemble, on peut mettre à profit donc, les résultats de cette recherche-là. La journée de renforcement du cadre collaboratif entre les institutions d'enseignement supérieur, de recherche scientifique et le secteur industriel est à sa 2e édition.
La première édition ayant eu lieu à San Pedro. En images à présent, Madagascar bénéficiera d'un financement de 220 millions de dollars de la Banque mondiale afin de pallier la pénurie d'eau dans la capitale et ses environs à la suite d'une réunion du gouvernement et une délégation de l'institution. Ce soutien financier s'inscrit dans le cadre du projet d'amélioration de l'accès à l'eau potable et du projet Tana Water Free. Ces initiatives visent à trouver des solutions à moyen et long terme afin de renforcer la production d'eau et d'améliorer sa distribution dans la capitale en modernisant les infrastructures pour combler le déficit actuel. Voilà qui met un terme à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez en notre compagnie. L'actualité se poursuit sur Business 24 Africa.